Non, mais par contre, la liaison est toute trouvée, Christine, parce que je voulais que, à partir de ce que tu viens de dire sur la lecture à voix haute, l'interprétation, etc., je voulais, Christine, avoir un petit mot sur, enfin plus qu'un petit mot, sur le grand troupeau, parce que on a parlé au tout début quand même de l'expérience terrible de Giono en tant que soldat, toutes les batailles vécues, les massacres à laquelle il a assisté, ses camarades tombés devant lui, charcutés, enfin les mots sont puissants, il faut y revenir quand même. Et ce que Christine, tu as dit au tout début, c'est-à-dire qu'il y a un changement radical, on passe du premier Giono au deuxième Giono, à la Giono première manière, deuxième manière, ce que tu as tout à fait dit tout à l'heure. Voilà. Et donc, j'aimerais bien qu'on recontextualise, comme tu l'as dit Eric, le texte, le grand troupeau, que tu le présentes, et puis qu'on ait le plaisir d'écouter le texte dit par toi, par le biais d'un CD. Voilà. Alors, le grand troupeau, c'est donc un ouvrage de Giono qu'il a constitué donc après-guerre, et qui montre à quel point tout ce qu'il a enduré pendant la Première Guerre mondiale, c'est carrément incarné dans son esprit et dans sa vision des choses, puisque le grand troupeau, c'est le récit de la guerre de 14-18, donc à laquelle Giono a participé, comme d'autres écrivains, par exemple. Mais Giono, lui, ce qui fait sa différence, c'est qu'il a toujours, il le dit lui-même dans des entretiens, en fait, il portait le fusil, mais il n'y avait pas de balle dedans. Il a passé la Première Guerre mondiale sans tuer personne, avec un fusil déchargé. Parce qu'il voulait de toute façon tuer personne. Ça, c'est une caractéristique gionienne, et c'est un fait qu'il décrit lui-même dans des entretiens. C'est pas moi qui l'invente. Donc, en fait, ce grand troupeau, c'est l'histoire de ces hommes que l'on va conduire à la guerre, et, qui sont des paysans, qui sont des villageois, et que, en fait, même quand ils ont des enfants, parce qu'à un moment donné, il y a un passage du grand troupeau où la mère dit que nous, on a des enfants, etc. Il a des enfants, comment ça se fait, etc. On pourrait envoyer ceux qui n'ont pas d'enfants. En fait, tous les hommes sont conduits à la guerre comme de la chair à canon, et ils se retrouvent comme un troupeau de moutons, c'est vraiment allégorique. Et d'ailleurs, le passage l'introduction du grand troupeau, c'est un troupeau de moutons qui descend des montagnes, conduit par un berger et le bélier qui est devant, parce que tous les hommes ont été obligés de s'engager, d'être engagés volontaires, non volontaires dans la guerre. Donc il n'y a plus d'hommes. Donc qu'est-ce qui reste dans les territoires ? Il reste les femmes et les vieux. Et les vieux en l'occurrence, qui sont eux malheureusement tout à fait meurtris, parce qu'ils se disent, nous on ne peut pas aider, on ne va pas aider, on est des laissés pour compte. Parce qu'ils voient que tout le monde part, leurs enfants partent, et les femmes et les vieux qui sont là à ce qu'on appelle l'arrière. Mais ce qui est fondamental dans le grand troupeau, c'est que Giono a une vision humaine de tout ce qui est inhumain. On voit à un moment donné des passages dans les tranchées, on voit des passages qui sont effectivement des passages de guerre, mais ce que l'on voit aussi, c'est toute la vie à l'arrière. Donc la vie des vieux qui peuvent plus rien faire parce que ils peuvent. En fait, ce sont les femmes qui traînent les charrues. Enfin, ce sont les femmes qui font les travaux des hommes. Les vieux ils peuvent rien faire, ils sont juste là à regarder. Et les femmes se retrouvent les maîtresses femmes, comme beaucoup chez Giono, les maîtresses femmes d'un monde déserté par les hommes, avec leurs frustrations, avec leurs désirs, avec leurs peurs et avec une tâche colossale qui était partagée au départ entre les hommes et les femmes. En l'occurrence, elles doivent faire tout, quoi. Le grand tout, là. À la fois l'agriculture, à la fois les enfants, à la fois les bêtes, enfin, et tout ça dans un monde chaotique. Et donc avec le seul espoir que leurs amoureux, que leurs maris arrivent indemnes. Et en fait, même à un moment donné, il y a des passages tragiques parce que la femme, c'est très... En fait, ce qui est bien dans ce grand troupeau, c'est d'un érotisme absolu
parce que il y a les femmes qui sont privées des hommes et qui se remémorent malgré tout ce qu'elles ont vécu avec leur mari, et qui, notamment un passage où une d'entre elles se remémore qu'en fait elle a été aimée, touchée par cet homme, par les doigts de cet homme, et que malheureusement cet homme-là, il va perdre un bras. Et c'est justement ce bras-là avec lequel finalement cet homme l'aimait et la caressait. Et donc c'est pas du Céline en fait, Giono. C'est pas ça. C'est une vision d'un univers à la fois érotique, sensuel, tragique et monstrueux. Mais c'est pas du tout le même langage que Céline. Et surtout, quelque chose de fondamental, c'est qu'il a été, même en étant engagé de force, toujours avec un fusil non chargé sur l'épaule. Ça, c'est très très important. Et bon. Merci. Donc on procède à la lecture, si tu veux bien. J'enchaîne. Donc piste 2. C'est un grand livre. Première partie. Elle mangera vos béliers, vos brebis et vos moissons. La nuit d'avant, on avait vu le grand départ de tous les hommes. C'était une épaisse nuit d'août qui sentait le blé et la sueur de cheval. Les attelages étaient là dans la cour de la gare. Les gros traîneurs de charrues, on les avait attachés dans les brancards des charrettes, et ils retenaient à plein rein des chargements de femmes et d'enfants. Le train, doucement, s'en alla dans la nuit. Il cracha de la braise dans les saules, il prit sa vitesse. Alors les chevaux se mirent à gémir tous ensemble. Elle défit son corsage, remonta la bretelle de sa chemise. Elle se baissa pour délacer ses gros souliers. Les seins pèsent, le lacet de cuir est noué. Elle ferait mieux de s'asseoir. Son bras nu frottait son sein nu. Le sein est plus chaud que le bras. Elle tira ses bas comme on écorche un lapin. Elle les tire à la renverse parce que la semelle et le talon sont collés sous son pied par la sueur. Comme ça, en les étalant sur le dos de la chaise, ils sèchent. Elle regarda ses pieds. C'est bon de bouger les orteils nus. Cette poussière de foin traverse tout. La maille du bas, le joint du soulier, tout. Et on en est partout gluante. Elle s'essuia les pieds. Elle restait à toucher une grosse veine bleue sur le devant du pied, une veine gonflée sous la chair, comme un petit verre, qui tremblait quand elle bougeait le gros orteil. Elle se leva, elle vint à la petite glace carrée pour se coiffer. Les dalles sont sous les pieds nus comme un pré arrosé où l'on patauge dans l'eau froide. Elle a toujours cette odeur de cheval sur les mains. Elle déroula ses cheveux noirs, lourds comme de la laine mouillée. Il aurait fallu les démêler au peigne. Elle les tordait seulement sur son poing. Ses seins, quoi qu'on fasse, on les sent. Si on se baisse, ça pèse. Si on relève les bras, ça tire là, dans la chair, comme une ficelle. Un commentaire, Christine? Donc là, on voit toute la sensualité gionienne de cette femme donc, qui est seule, qui se retrouve avec son désir, avec sa frustration. Et je trouve fascinant la description de la sensualité féminine au travers du récit, parce qu'à la fois il aborde le corps, les seins, et aussi les bas, enfin tous ces atouts de la féminité, en fait contre laquelle est
l'héroïne se bat, parce que là, en l'occurrence, elle n'arrive même plus il faut qu'elle se débrouille avec son bas à le sortir. Elle n'en a plus qu'un de toute façon, donc elle n'a plus qu'une seule. Et il faut pas le déchirer. Et ces seins si lourds qui sont l'apanage en fait de la sexualité, du désir, qui ont été caressés par l'homme qui est parti à la guerre, elle les retrouve comme deux monstres qui lui pèsent, quoi, qui ne servent plus à rien, quoi. C'est ça. Ils sont là, ils sont monstrueux, parce qu'ils ne lui servent plus à rien. Et que quand elle se baisse, elle a mal, quand elle lève les bras, elle a mal. En fait, et pourquoi a-t-elle mal? Parce qu'elle passe tout son temps à tirer la charrue aussi. Hein. C'est ça aussi. C'est ça qui est dit par Giono. Sinon, cette femme, même avec des seins lourds, sans homme, bon, elle se couche et elle reste debout. Enfin, c'est pas ça qui l'embête. Mais c'est qu'elle s'est tapée plusieurs heures de charrue avant. Avec, je sais pas si vous avez vu des photos de femmes qui sont harnachées et qui traînent elles-mêmes les charrues. Ça, c'est des photos qu'on peut retrouver. Quand j'ai fait une conférence au musée de la Grande Guerre de Meaux, on a en fait des photos de femmes qui sont harnachées avec du cuir et qui tirent les charrues. Parce qu'il n'y a plus rien. Hein, comme des bêtes. Hein. Et dans Regain, il a reçu les terres harnachées. Absolument. Mais ça, il y a des photos de femmes comme ça. Et donc, pourquoi les seins sont lourds? Parce qu'elle se tape la charrue toute la journée. Elle est complètement épuisée. En plus, elle se tape les moissons et compagnie. Donc, elle a toute cette poussière de moissons. Mais il y a toute la connotation de la sexualité, notamment du sperme des hommes, parce que gluant, c'est pas par hasard chez Giono. Ouais, ce que j'allais dire, la sueur. Oui, c'est tout ce qui est sécrété par le corps. Mais tout ce qui est sécrété par le corps, vu par cette femme, c'est le désir. C'est pas, voilà. Là, on parle pas de sang, on parle pas de meurtre. On parle du désir. Et donc, ce qui est fabuleux dans la langue gionienne, c'est qu'il arrive en un tout petit passage à nous montrer la frustration de cette femme et tout ce qu'elle a enduré dans la journée, parce que son corps, non seulement n'est plus désiré, mais en plus il est couvert de poussière et il est meurtri. Et ces seins qui sont l'objet du désir ne sont plus que rien du tout, deux espèces de masses qui pendent et qui font mal. Voilà. Alors moi j'aurais une question qui est un pas de côté par rapport à ce que tu dis, c'est la question de l'enregistrement. Parce qu'on a là un texte qui est entendu, mais on pourrait simplement entendre ta voix, et il y a quand même plus qu'un accompagnement, il y a vraiment une corrélation, une complémentarité. Tout à fait. Je voulais juste avoir un mot là sur cette combinaison, parce que, encore une fois, transfert didactique possible, cette combinaison-là, elle est susceptible d'être réalisée par des élèves, ne serait-ce qu'accompagner, on dit souvent accompagner un texte lu par une image, mais accompagné par la dimension musicale, c'est quand même quelque chose de fondamental. Alors je voulais que tu dises un mot là-dessus, sur la complémentarité. Alors, c'est la caractéristique de la lecture musicale, en fait, c'est qu'il faut arriver à trouver la bonne tonalité, et la bonne musique, le bon interprète, et aussi la bonne tonalité pour ne pas que la voix soit couverte par la musique. Il faut vraiment, en fait, une sorte c'est barthésien, en fait, une sorte de désir, de collaboration amoureuse, c'est vraiment l'objet du désir, entre la musique et la voix. La voix étant, bien évidemment, l'organe du son et de la musique. Mais c'est complexe, bon, je pense qu'on y est arrivé à peu près, mais tout l'enregistrement réside dans l'équilibre entre le son et la voix. Et il faut que ça fasse un ensemble cohérent, parce que si la musique sort de trop, on n'entend plus la voix, ça perd de son sens. Lecture musicale, c'est symbiose. Et tu fais ça, là c'est un enregistrement, c'est des choses que tu fais en live, tu peux nous proposer en fait, je fais tout. Tu vas à l'Olympia là bientôt? Absolument. D'accord. Céline Dion. Oui, je sais. Enfin, moi je préfère, t'as pas eu besoin d'affiche pour être ici. Voilà. Merci. Non mais c'est assez important de le préciser parce que c'est quand même, je sais pas si vous le réalisez totalement, mais une universitaire, double docteur qui vous fait des lectures musicales, c'est intéressant parce que ça ouvre quand même deux cordes à ton arc, il y en a d'autres parce que tu es aussi poétesse, donc ça ouvre quand même beaucoup de pistes, mais je trouve que cette articulation entre la réflexion sur le texte, l'analyse universitaire et ce lien sensible avec le texte, en particulier par la voix, me semble quand même très, très singulier et on a à le creuser. On passe le dernier petit passage, piste 19, et ensuite tu reprends ta communication. À vos ordres, mon général. Désolé, mais j'essaie d'être... voilà.
Deuxième partie. Et il n'y aura point de pitié. Il y avait toujours une trêve du petit matin, à l'heure où la terre sue sa fumée naturelle. La rosée brillait sur la capote des morts. Le vent de l'aube, léger et vert, s'en allait droit devant lui. Des bêtes d'eau pataugeaient au fond des trous d'obus. Des rats, aux yeux rouges, marchaient doucement le long de la tranchée. On avait enlevé de là-dessus toute la vie, sauf celle des rats et des vers. Il n'y avait plus d'arbres et plus d'herbes, plus de grands sillons, et les coteaux n'étaient que des eaux de craie, tout décharné. Ça fumait doucement quand même du brouillard dans le matin. On entendait passer le silence avec son petit crépitement électrique. Les morts avaient la figure dans la boue, ou bien ils émergeaient des trous paisibles, les mains posées sur le rebord, la tête couchée sur le bras. Les rats venaient les renifler. Ils sautaient d'un mort à l'autre. Ils choisissaient d'abord les jeunes sans barbe sur les joues. Ils reniflaient la joue, puis ils se mettaient en boule et ils commençaient à manger cette chair d'entre le nez et la bouche, puis le bord des lèvres, puis la pomme verte de la joue. De temps en temps, ils se passaient la patte dans les moustaches pour se faire propre. Pour les yeux, ils les sortaient à petits coups de griffes. Ils léchaient le trou de paupières, puis ils mordaient dans l'œil, comme dans un petit œuf, et ils le mâchaient doucement, la bouche de côté, en humant le jus. Bon, je trouve que c'est quand même... là, on est on est vraiment dans le grand style génial, parce que... Devenir animal. Là. Oui, vas-y, Eric. Je sais Non, que ça... rien du tout. Les rats... Il vient de dire le devenir animal. Ouais, vraiment présent, parce que tu disais, Geneviève, c'est vraiment... Moi, je trouve ça... flagrant ici. Ouais, c'est flagrant, mais en plus, moi, je vois quelque chose d'autre. Pour moi, là, c'est vraiment un écrit. Alors, quand je vais dire littéraire, c'est assez banal de dire ça, mais vous voyez, on a des visions de la Première Guerre mondiale, des tranchées, des batailles, etc., etc. Mais là, c'est autre chose. Oui. C'est le silence, c'est le déplacement du regard, c'est la concentration sur le rat, et quelque chose qui devient puissamment évocatoire, alors même que rien n'est véritablement montré, sinon l'activité du rat. Donc là, il y a quelque chose qui est de l'ordre, encore une fois dit banalement, d'un pas de côté par rapport aux traditions descriptives de ce terrain et d'effroi, que je trouve particulièrement saisissant. Et là, encore une fois, même si c'est répétitif de le dire et le redire, mais quand même, ta voix, le texte, la musique, il y a quelque chose qui se passe. Et encore une fois, c'est un fragment, c'est-à-dire que c'est un petit passage, si j'osais dire, ce qui serait ridicule, de rien du tout. Mais quand même, il y a quelque chose qui se passe, même dans notre propre visualisation, notre propre représentation, nos images mentales ici sont quand même puissamment sollicitées, et je trouve ça vraiment extrêmement fort. Hein. C'est pas pour faire plaisir que je le dis, parce que moi je m'attache beaucoup à ces récits qui évoquent la Première Guerre mondiale, et là j'avoue que c'est un passage qui est douloureux. Oui, c'est lourd comme passage. Voilà. Oui, Et c'est en vrai. même temps, je pense, parce que ce qui est fort, c'est qu'il n'y a aucun jugement moral. C'est ça. Voilà. On est du côté en fait, des rats, et puis, le rat, il fait pas ça, il fait pas le mal. Quoi. Non, il vient se nourrir. Hein, voilà. Je crois que c'est ça qui déconstruit la façon qu'on a d'habitude de représenter. C'est ça. Et c'est ça la volonté de Giono, en fait, de déplacer. C'est comme un labyrinthe oblique, hein, c'est ce que je disais au départ, dans la première partie, c'est qu'en fait, il déplace le regard. Il vous force, il force le lecteur à dire tu veux te rester du point de vue humain? Non, regarde le rat. Ouais. Ça, c'est vraiment passionnant. C'est ça, regarde le rat, regarde ce qu'il fait. Ben, c'est pour le pauvre rat. Il faut Et en plus, il le déplace de façon synesthésique. Ah, totalement, c'est pas sans arrêt. Que la vision, c'est aussi l'odorat, le toucher. Et c'est ça qui est vraiment fabuleux chez Giono, c'est que c'est pour ça qu'il faut faire plusieurs tests sur Giono, parce qu'en fait, il faut les synesthésies.